Bonjour et bienvenue dans votre SPOC numéro 3 dédié à la création de votre entreprise. Avec le SPOC numéro 1, nous avons clarifié l'idée et envisagé une opportunité d'affaires viable pour vous. Grâce au SPOC numéro 2, vous avez approfondi les différents aspects de votre modèle économique. Vous avez notamment identifié des segments de clientèle, c'est-à-dire des populations homogènes d'utilisateurs ou acheteurs potentiels de votre solution. Une enquête terrain s'impose. Elle vous apportera en retour bien des enseignements sur ce qu'attendent réellement les segments de clientèle que vous avez choisis. Mais vous n'allez pas partir la fleur au fusil ou tous azimuts sans avoir au préalable réfléchi à ceux qui seront vos futurs clients. Le profil persona est l'outil que nous vous proposons. Il vous aide à clarifier vos hypothèses et à partir sur le terrain avec une stratégie d'investigation mûrement réfléchie. Voyons comment clarifier plus complètement les caractéristiques de vos futurs clients. Qui est-il ce fameux client? Est-ce un homme ou une femme, un jeune ou un senior, un salarié ou un chef d'entreprise? À vous de trouver les clés qui le caractérisent. Est-ce un joueur? Est-ce un passionné d'un domaine? Est-ce un spécialiste d'une technique? Est-ce un professionnel d'un secteur? Est-ce quelqu'un atteint d'une maladie? Est-ce un militant, etc. La liste est trop longue pour que nous puissions énumérer toutes les possibilités. Si vous connaissez personnellement quelqu'un qui lui ressemble, n'hésitez pas à dire « c'est Julie, elle a 40 ans, elle gagne 2000 € par mois et elle est assistante de direction et dirige 3 personnes ». Pour caractériser un peu plus ce client type, nous allons nous attacher à le décrire en prenant en compte les aspects rationnels et les aspects émotionnels de son profil. Quels sont ses objectifs principaux? Si la proposition de valeur que vous lui adressez le concerne en tant que personne, décrivez ses objectifs de vie. Est-ce qu'il aime être bien dans sa peau? Est-ce qu'il se soucie de sa santé? Est-ce qu'il souhaite communiquer avec ses proches? Est-ce qu'il veut faire des économies? Est-ce qu'il veut améliorer ses connaissances professionnelles? Est-ce qu'il veut se distraire? Est-ce qu'il veut faire moins d'efforts ou gagner un peu plus d'argent? Si par contre la proposition de valeur que vous lui adressez le concerne en tant que professionnel, membre d'une entreprise ou d'une organisation, voyez quels sont ses objectifs par rapport à son job. Est-ce qu'il veut faire baisser des coûts? Est-ce qu'il veut augmenter les ventes? Est-ce qu'il veut améliorer la qualité? Est-ce qu'il veut être plus réactif, plus rapide? Est-ce qu'il veut une progression dans sa carrière professionnelle? Est-ce qu'il veut diminuer des risques? 2 à 3 objectifs principaux suffisent à le décrire. Bien sûr, il faut qu'ils aient un rapport avec la proposition de valeur que vous lui faites. Directement lié à ces objectifs, vous pouvez décrire ses motivations. C'est une déclinaison un peu plus fine de ces objectifs. Des exemples: à l'objectif de vie, ménager sa santé, vous pouvez associer les motivations perdre un peu de poids ou faire un sport régulièrement. À l'objectif professionnel, prévenir les risques, vous pouvez associer faire en sorte que l'on puisse combattre un début d'incendie au plus vite. En déclinaison des motivations, vous pourrez associer des besoins ou des attentes. Trouver une salle de sport à proximité ouverte tard le soir, former le personnel au maniement des extincteurs, installer une régulation de la température ambiante. Quittons les aspects rationnels pour évoquer les aspects émotionnels. Pour répondre à ces objectifs, motivations, attentes et besoins, votre client ne reste pas sans rien faire. Il a déjà cherché ailleurs des solutions. Il a eu recours à des offres concurrentes, voire il s'est débrouillé tout seul pour mettre au point quelque chose qui résolve au moins partiellement le problème. Mais il souffre encore. Il n'a pas trouvé le remède miracle. Quels sont donc ses souhaits? En fait, il voudrait une salle de musculation dans l'entreprise, des exercices pratiques d'extinction d'un feu ou une régulation automatique du chauffage. Mais attention, votre client n'est peut-être pas le seul décideur. Son entourage a peut-être une influence sur lui, sa famille, ses collègues, ses clients, ses fournisseurs, etc. Son pouvoir est peut-être limité. Il doit en référer à un supérieur hiérarchique auquel il ne peut que faire part de ses demandes. Voire c'est bien lui l'utilisateur de votre produit, mais il n'a absolument pas le choix. Ce sont ses parents, un service achat ou un directeur qui décident sans le consulter. Identifiez donc qui a une influence probable sur votre client. Et si l'influenceur a un réel pouvoir de décision, considérez son profil propre et faites-en peut-être votre client. Qui est-il ce véritable client? Quels sont ses objectifs, ses motivations, etc. Et construisez le profil persona du véritable décideur.
Partez d'un profil persona vierge et complétez-le en partageant avec votre équipe ou vos associés. Utilisez la technique des post-it que vous connaissez bien maintenant. Si vous vous adressez à plusieurs segments de clientèle ou si un influenceur joue un rôle important, faites autant de profils persona que nécessaire. C'est le moment de vérifier que votre proposition de valeur est cohérente avec ce que vous retenez du ou des profils persona que vous avez imaginés. Lorsque vous avez établi le ou les profils persona que vous avez imaginés, n'hésitez surtout pas à rencontrer rapidement 2 ou 3 personnes représentatives de ces personas pour tester les hypothèses que vous avez faites. Grâce au profil persona, combiné à la proposition de valeur que vous avez imaginée pour ce profil de client, vous pourrez construire un questionnaire d'enquête terrain préalable à une étude de marché plus approfondie si nécessaire. Voyons maintenant comment vous allez construire votre guide d'entretien. Les premières questions sont relatives au profil du client. C'est des questions particulièrement importantes, surtout en B2B. Vous devez, à travers ces questions, comprendre quelle est la situation de la personne que vous rencontrez. Est-elle simplement concernée ou réellement impliquée par la problématique à laquelle vous essayez d'apporter une réponse? Qui influence, décide ou peut faire barrage dans une décision future? Quels sont ses objectifs par rapport à une proposition de valeur qui répondrait à cette problématique? Quels sont ses besoins et attentes? Est-elle confrontée à des problèmes qui motivent chez elle la recherche d'une solution? Ces questions vont vous permettre de valider ou d'infirmer les hypothèses de votre profil persona. Les questions relatives aux alternatives doivent vous permettre d'expliquer comment aujourd'hui vos interlocuteurs font pour traiter les problématiques que vous essayez de résoudre. Certains vous diront qu'ils ne font rien, qu'ils acceptent le problème. Ne comptez pas trop sur ce type d'interlocuteur pour devenir un jour votre client. D'autres vous parleront de vos concurrences, qu'elles soient directes ou indirectes. C'est l'occasion pour vous de mieux cerner la valeur offerte par ces concurrents. Faites-les évoquer l'usage qu'ils en font, comment ces alternatives répondent à leurs problématiques, et pourquoi pas, approfondissez les problèmes ou dysfonctionnements qu'ils continuent à ressentir. Les questions relatives à votre offre doivent vous permettre de tester l'attractivité de votre proposition de valeur. Encore une fois, écoutez votre interlocuteur. Ne cherchez surtout pas à le convaincre à tout prix que vous avez la solution. Le but n'est pas qu'il devienne de suite client, mais qu'il balaye les attentes, besoins, solutions dont il ressent le besoin et qu'il réagisse à des propositions qu'il n'avait pas encore envisagées. Les dernières questions, dans quel délai l'interlocuteur accepte-t-il d'être recontacté et qui conseille-t-il de rencontrer de sa part, sont particulièrement importantes. Elles vous permettent de mesurer l'intérêt que porte l'interlocuteur à votre projet et l'implication qui est la sienne. Votre proposition de valeur l'intéresse sans doute peu s'il n'a pas une réelle envie de vous revoir. S'il vous donne des noms de personnes à contacter, c'est au contraire un signe d'intérêt. Enfin, s'il accepte que vous les contactiez de sa part, c'est qu'il a une bonne estime pour le projet que vous menez. Votre questionnaire va bien sûr évoluer. Vous allez abandonner quelques questions et vous focaliser sur de nouvelles au fur et à mesure des entretiens que vous menez. Vous découvrirez un peu mieux vos concurrences, leur positionnement, leurs points forts et pourquoi pas leurs points faibles. Par la suite, vous concevrez sans doute des questionnaires plus spécialisés pour tester l'attractivité d'une fonctionnalité que vous souhaitez mieux cerner. À présent, interprétez les retours. À ce stade, ne cherchez pas à faire des statistiques et surtout méfiez-vous des moyennes. Exploitez chaque réponse et identifiez les raisons de croire en votre projet. Lorsque vous aurez rencontré un interlocuteur, prenez le soin de noter vos impressions en retour. Un tableau comme celui que vous voyez a l'intérêt de vous forcer à noter, même de manière succincte, les enseignements que vous aurez tirés de cette enquête terrain. Vous voilà bien préparé à comprendre qui seront vos clients, quelles seront leurs attentes. Vous aurez identifié certains de vos concurrents. Vous aurez peut-être mesuré des aspects positifs ou négatifs de votre offre. Et si en plus vos interlocuteurs vous font des suggestions intéressantes pour vous, c'est tout bénéfice. Bonne enquête terrain.